Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Cette semaine, Vincent Gelozo va nous présenter le sujet. Apparemment, je suis pas bon, puis de toute façon, j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires pendant mes 2 semaines d'absence du trio. J'ai compris que je nuisais à la cause. Fait que je vais fermer ma gueule aujourd'hui et je vous laisse parler. Oh my God. Je sais pas si je vais être capable, mais je vais essayer. Okay, there we go. There it is. You know, there's a trap. Ouais, c'est Il y ça. avait la phrase de l'admiral Akbar qui apparaissait. It's a trap. Fait que tu veux nous parler de cochons? Les cochons. Les cochons. Les cochons? Ouais, ben, je sais pas pourquoi c'est venu. En fait, c'est dans le dernier podcast que c'est moi qui t'ai posé une question, je pense, dans la partie Patreon, parce qu'on parlait En fait, on parlait de est-ce qu'il y avait une explication culturelle qui était valable pour certains phénomènes économiques ou certains comportements économiques. Puis maintenant, je t'ai posé la question, je t'ai dit, derrière le fait que les Juifs et les musulmans, par exemple, ne mangent pas de porc, est-ce qu'il y a une explication économique qui est cachée en arrière de ça, autre que... Puis là, moi, j'avais lancé l'hypothèse que c'était relié, entre autres, à cause de c'est Serge Cloutier qui anime avec Sam les trois Afueras, puis qui écrit des petits textes pour nous autres, des fois, qui avait fait un texte sur l'influenza, dans lequel il disait que le porc était un des animaux qui est le plus susceptible de donner des maladies aux humains, si tu compares, mettons, aux vaches. Oui, puis on fait beaucoup de tests de santé, je pense, avec les porcs. C'est ça. Puis là, ben moi, je me suis dit, est-ce que il y a longtemps, sans trop savoir pourquoi, les humains se sont aperçus que les porcs les rendaient malades, puis ils ont arrêté d'en manger à cause de ça. Puis là, Vincent, tu me dis, là, il y a un article publié dans C'était sûr. Journal of Bacon and Economics qui Damn, I wish explique... that existed. Fait que là, je t'ai dit, regarde, arrête ça là, puis on en parlera dans un autre podcast, parce que pour vrai, je trouve ça fascinant comme sujet. Là. Bon, ben écoute, mets mon deck de slide. OK, on parle de bacon. On parle de bacon aujourd'hui. Fait qu'on parle de qu'est-ce que Radio-Canada demande au gouvernement à chaque élection. Fait que voici, on commence en grand, le cochon. Une belle petite image de cochon. Mais la raison que je mets l'image du cochon, c'est que si on veut expliquer un peu l'origine de pourquoi il y a des tabous sur les cochons, il faut souligner qu'il existe 3 explications. Puis le cochon que vous voyez là, je veux que vous arrêtiez d'y penser. Parce que ça, c'est le cochon domestiqué, qui n'est pas l'état naturel du cochon. Le cochon peut devenir... en fait, Babe, là, c'est pas un cochon. Babe, c'est une autre créature entière. Le cochon est en fait un des animaux les plus brillants qu'il n'y a pas, mais aussi un des plus dangereux. Les gens sous-estiment à quel point le cochon est une nuisance. Fait que là, on parle plus de Pumba que de Babe. Là. Exactement. On se rapproche de Pumba puis plus d'autres choses. Mais regarde, passe à la prochaine slide. Comme ça, maintenant, je vous dis de ne pas penser au petit cochon rose. Il y a 3 bons livres sur le cochon. Celui à droite, Lesser Beast, c'est mon préféré, qui est le plus récent. Le deuxième, c'est Cows, Pigs, Wars and Witches. Il faut d'ailleurs noter que le titre est absolument incroyable. Puis c'est toutes des explications des grands tabous qui existent dans certaines cultures, notamment sur les vaches, mais aussi sur les cochons, des rites culturels. Puis c'est toutes des explications dans ce livre-là, des explications non psychologiques de pourquoi certaines cultures développent des tabous ou des règles culturelles sur certaines pratiques. Ouais. Puis le dernier, c'est un classique d'un gars qui s'appelle Seamoons,
qui était Eat Not This Flesh, puis il fait un survol de tous les types de tabous sur la nourriture qu'il y a, sur la viande de chameau, la viande de chat, de chien, les interdits sur le poisson. Il fait toute une sorte de revue de qu'est-ce que les gens croient dans différentes cultures, et notamment un chapitre, le plus gros des chapitres est sur le porc. Mais Mais est-ce que mon intuition, qui était la suivante, c'était de dire, moi, j'ai l'impression que l'interdit culturel vient après. Si tu parles à un croyant, c'est sûr que lui va dire, ben non, je mange pas de porc ou je mange pas de vache parce que c'est ma religion qui me l'impose. Mais mettons, généalogiquement, là, si tu remontes la cause, moi, je pense que la justification culturelle vient après une autre justification qui, elle, était pratique, Ben, en technique. fait, la réponse que je vais donner, c'est que les deux peuvent venir ensemble. C'est-à-dire que tu peux inventer une règle et de la présenter comme une règle culturelle, mais il y a une règle. La personne qui fait la règle a un intérêt quelque part. Puis pour commencer un peu, là, je veux vraiment. Oui, parce qu'on a utilisé beaucoup la religion au fil du temps pour passer des politiques publiques d'une certaine façon. Oui, bien ici, c'est une politique publique. En gros, c'est ça que la réponse, c'est que c'est une politique publique. Mais là, je veux vraiment vous montrer la différence pour que les gens comprennent. Fait que ceux qui sont à l'audio, là, je vais vous décrire. À gauche, que vous voyez, c'est ce qui s'appelle le Improved Breed. Ça, c'est le cochon domestiqué, qui est le beau cochon rose. Il est très gras. Il court sur pattes. Ses pattes sont pas très fortes. Il aime ça. Il dort la moitié de la journée. Ça, c'est celui que vous voyez dans les fermes aujourd'hui. Mais son ancêtre est ce vers quoi il peut revenir très facilement. Parce que si un cochon se libère, il peut revenir à son état féral. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais en anglais, on dit feral. Il peut revenir très, très vite à des conditions d'animal non domestiqué très agressif. Ben, sauvage, dans le fond. Ouais, ben sauvage, mais feral, c'est différent en anglais. C'est pas juste savage, c'est qu'il retourne à un état non domestiqué, puis sa morphologie change même un petit peu avec le. Mais comment qu'on a fait ça, réussir à changer la morphologie du cochon? Tu sais, je veux dire, c'est pas une transplantation génétique qu'on a faite? Non, mais c'est de la sélection au fil du temps. Ben, c'est ça. Imagine que tu gardes. Fait que ça va être important dans les détails, mais je vais en reparler un peu. Mais imagine que tu gardes juste la truie sur la ferme. Et tu laisses le sanglier se promener. Donc, le sanglier, c'est le mâle, la truie, c'est la femelle. Ben, tu peux contrôler le processus de reproduction. Tu peux éliminer ceux qui sont plus agressifs. Donc, si tu as un cochon qui est plus agressif que d'autres, c'est le premier que tu tues. Tu gardes les plus dociles. Tu le gardes dans un environnement fermé. Donc, la morphologie du cochon change aussi. Donc, au lieu de se promener en nature, tu le gardes dans un enclos. Il développe moins ses muscles, le changement se fait vite. Mais comme le cochon, puis ça c'est vraiment important de noter, le cochon, ça se reproduit crissement vite. Si tu laisses des cochons là, dans un environnement avec assez de bouffe, ça prend vraiment pas longtemps pour que leur population augmente. Je pense que j'ai même mis les chiffres en quelque part. Là. C'est des petits cochons? Ben, écoute, des petits cochons. Ben, tout ça, fourré comme des cochons, l'expression vient en partie de là. Attends un peu, pour vrai? Ben oui, en fait, fourré comme des lapins, ça veut dire que tu le fais vite. Mais les cochons se reproduisent beaucoup plus vite. Une truie peut avoir 2 portées par année, ce qui veut dire que c'est intense. tu peux doubler, fait que dans un environnement avec aucune contrainte environnementale, tu peux doubler la population à peu près entre les 6,6 et 17,7 mois. Donc, OK, c'est rapide. C'est très rapide. Fait que pour ça que l'animal peut revenir très vite à l'état féral, c'est parce que ils se reproduisent tellement vite. Nous, quand on a un drift génétique comme être humain, ben, on se reproduit, mettons, à tous les 20 ans. OK? Si tu imagines un peu avant, 20-25 ans, ben, ça prend du temps avant que le drift se voit. Le cochon, il se reproduit tellement vite qu'il peut se passer. Fait que tu peux. Au Texas, ils disent que. Ils pensent que la population, dans un environnement non contrôlé, là, que tu n'as pas de limite, là, que tu as la nature, des éliminations, qui se font manger, la population double quand même à peu près à tous les 2,5 ans. Fait qu'à tous les 2 ans et demi, tu peux doubler la population de cochons. Mais c'est un animal qui est assez raide. Mais dans les explications, puis c'est ça la prochaine slide, là, pourquoi est-ce que le cochon on a fait des règles dessus?
Ben, il y a 3 explications qui sont proposées. La plus commune, c'est que le cochon il est crissement malpropre et qui transmet des maladies aux êtres humains, ce que Serge mentionne. Et c'est celle d'un des gars, Simons, que je mentionnais dans un des livres. Les 2 autres, c'est que le cochon est en concurrence avec l'être humain pour les aliments comme les céréales. Donc, il veut manger la même chose que les êtres humains. Donc, quand tu nourris un cochon, tu nourris pas un être humain. Donc, tu as ce défaut-là. Contrairement à la vache là, qui broute du foin. L'humain, il ne mange pas de foin. Là. Exactement. Donc, tu le mets, tu as une concurrence. Et en plus, contrairement à la vache peut produire. Fait que, si tu sacrifies quelque chose, oui, tu peux avoir la viande de la vache, mais tu as aussi du lait. Tu as aussi, si tu le fais avec, par exemple, si tu donnes... le poulet va te donner des œufs. Oui, exactement. Donc, tu as comme une sorte de compensation en termes de calories. Donc, c'est les 3 grandes explications qui existent sur pourquoi il y a un interdit sur le cochon. Puis, c'est beaucoup des anthropologues qui l'ont proposé, mais il y a comme un paquet de problèmes avec ça. Fait que ça, c'est la prochaine slide. Puis c'est là que je vais amener l'explication d'un économiste. Là, c'est qu'il y a beaucoup de travail en archéologie qui montre en fait que, puis même en biologie, que le porc n'est pas vraiment un concurrent. Donc, de un, le porc, il est ce qu'on appelle un gestionnaire de déchets. Le porc va manger tout ce que tu lui donnes, fait que, incluant ta merde. Fait que, tu sais, tu peux gérer. Le terme précis pour ça, c'est un opportunistic omnivore. Il va manger n'importe quoi et il va être content de manger n'importe quoi. Là, juste faire une petite nuance. Là, tu as dit le porc. Fait que ça, c'est le cochon domestiqué quand tu parles. Ben, tous les cochons. Fait que, on va mettre mais c'est parce que tu as dit que c'était pas un concurrent, c'est juste ce bout-là que j'ai peut-être mal saisi. C'est que le cochon, en général, n'a pas besoin d'être un concurrent. C'est un peu exagéré. Parce que les gens pensent comme il mange n'importe quoi, des fois, il va s'attaquer aux récoltes. Ce qui est vrai, il va s'attaquer aux récoltes, il va aller manger de l'avoine, il va aller manger le blé. Il va manger tout ce qu'il peut, en fait. Mais parce qu'il peut manger tout ce qu'il veut, tu peux gérer tes déchets avec lui. Fait que si tu as des choses que tu ne peux pas manger, mais qui te causent un inconvénient pour toi, donc, disons, une peau de banane, ben, tu la donnes au cochon. Le cochon va être content. Tu lui donnes toutes les choses que tu ne peux pas manger toi-même. Il va les gérer. Il va aussi gérer tes excréments. Donc, le cochon mange n'importe quoi. On pense pas à ça en 2025, mais je veux dire, quand tu es dans les années 1400, c'est quand même quelque chose qui est à gérer. Là. Ben, exactement. Donc, c'est facile d'imaginer que des gens disent « Moi, je ne mange pas d'un animal qui mange de la marde. » Oui, entre autres. Aussi, tu peux le laisser comme il se déplace pas très vite, le cochon, des petites pattes, tu peux le laisser souvent dans la forêt. Donc, il va aller manger des noix, des racines. Il va creuser. En fait, c'est pour ça que les sangliers développent un museau très différent, notamment avec des grandes dents. C'est parce qu'ils servent de leur museau pour creuser énormément, pour déterrer des racines, des noix, tout ce qu'ils peuvent. Ils vont s'attaquer aux arbres souvent. Donc, le cochon est une créature absolument opportuniste. Ils vont manger n'importe quoi. Mais, par exemple, puis ça, c'est quelque chose qu'on sait, si tu les gardes à proximité de ta ferme, tu gardes la truie sur ta ferme, puis tu laisses le sanglier se promener, le mâle, il va revenir pour des besoins naturels de reprocréation. Donc, il va se promener, mais tu n'auras pas à le gérer. Donc, il va manger dans la forêt, tu ne vas pas le voir pendant un bout. Il va juste revenir pour fourrer ou... je commence à aimer cet épisode-là. Là. Oh, ouais. On fait juste parler de la nature du cochon, puis après ça, je vais expliquer l'économie de ça. Tu connais des humains qui agissent de même. Ben, moi aussi. On est peut-être en des contribuables. Mais il y a aussi d'autres affaires qui sont un peu plus problématiques. C'est que tu as d'autres endroits où le porc n'est pas prohibé ou stigmatisé. Puis le problème de santé demeure là. Donc, pourquoi? Non seulement ce n'est pas le concurrent que certaines personnes disent, mais en plus, pourquoi il n'a pas été aboli dans d'autres régions, même dans l'environnement approximatif d'où les Juifs, quand ils ont fait le premier grand tabou là, appliqué, pas juste c'est pas bien de le manger, tu devrais éviter, mais on ne t'interdit pas de le manger. Un vrai interdit, c'est les Juifs qui le font en Judée puis dans la terre de Canaan.
Mais juste pour dire, l'interdit des Juifs, est-ce que c'est parce que c'est un animal sacré ou c'est Non. juste... Non. Non, c'est pas. En fait, il y avait des observateurs grecs trouvaient que les Juifs disaient qu'il fallait pas le manger parce qu'il était pas propre, mais aussi c'était pas correct de le tuer. Donc, il y a certaines personnes qui pensaient que peut-être initialement c'était un animal sacré, mais quand tu lis Deuteronomy, il n'y a aucun signe que c'était un animal sacré en soi. C'était vraiment. Tu y touches pas. Tu y touches pas. En fait, chez les Juifs, à l'époque, si tu étais un éleveur de porcs, tu étais au bas de l'échelle sociale. Donc, OK. c'était pas une créature sainte. OK? Donc, c'est pas comme les vaches en Inde qui ont un statut de. C'est un sacrilège de le tuer. Ouais, Non, c'est un sacrilège de l'avoir. Donc, c'est pas la même chose. Fait que les politiciens avaient meilleure réputation que les éleveurs de porcs au niveau des Juifs. I will not comment on this. J'ai pas assez d'informations sur les sondages. On sait pas. Les jeux n'étaient pas inventés dans ce temps-là. Non. Mais il y a d'autres régions qui avaient pas des prohibitions, il y avait des stigmatisations. Donc, par exemple, en Égypte ancienne, mais pourquoi il n'y a pas de prohibition en Égypte ancienne, mais aussi pourquoi interdire? Pourquoi tu devrais. Si, mettons, le cochon est un problème de santé, pourquoi il faudrait que tu interdises en soi? Pourquoi tu ne ferais pas juste une taxe? Pourquoi tu ne ferais pas juste payer les gens pour pas qu'ils élèvent du cochon? C'est dur d'expliquer pourquoi tu ferais ce type de mesure-là. Donc, il y a un paquet de problèmes qui émergent avec ça. Écoute, je regarde François Allais comme premier ministre, je suis capable de le comprendre. Là. Ça a l'air facile d'interdire des affaires. Oui, bien, il faut que tu comprennes la fonction d'utilité de la personne. Là. OK. Mais écoute, fait que là, je vais passer à la prochaine slide. Mais il y a aussi un autre truc qui est problématique, c'est quand ils disent que le cochon est problématique pour des raisons de santé. Le remplaçant du cochon au Moyen-Orient, c'est le poulet. Il y a une couple de grippe aviaire liée au poulet, je pense. Le poulet n'est pas un animal plus propre ou clairement plus propre. Je veux dire, je suis sûr que Serge pourrait rentrer dans les détails, mais tu t'imagines, les différences ne sont pas très grandes entre les deux. Et aussi, il faut que tu rajoutes que les gens dans le temps n'avaient pas une connaissance très, très forte de la théorie des germes et de la virologie, des bactéries. Donc, tu sais, si, mettons, les gens avaient développé une sorte de règle où ils associaient le porc avec plus de prévalence de certaines maladies, puis que là, ils ont développé une règle, pourquoi cette règle-là n'existe pas vers le poulet? Parce que le poulet propose des problèmes similaires. En fait, ce qui est encore plus problématique, c'est que le poulet remplace le porc dans ces endroits-là. Et il fait la même job que le porc. Le poulet va manger n'importe quoi, ce qui est assez problématique. Puis, ça va inclure qu'il va se promener dans ta marde si tu la jettes. Il va s'en foutre. Il va se promener dans sa propre marde. Il n'y a aucun problème. Le poulet n'est pas un animal propre. Et en fait, il pose d'autres problèmes de contamination qui sont, je pense, d'après avoir lu, puis d'essayer de le remettre dans le contexte de l'époque, probablement plus problématique que le porc en soi. Donc, on voit aussi beaucoup de nourriture autour du mouton, du lambe dans ces régions-là. Ça se peut-tu? C'est parce que justement, on n'a pas le cochon, probablement. Oui. Écoute, il y a aussi une autre affaire. Il faut que tu comprennes que le cochon peut être, puis il va avoir une image un peu grosse de ça. Le cochon est en fait un agresseur, surtout sur les bébés, les agneaux. OK. Le cochon peut être très, très attaquant sur ça. Donc, je vais en parler, là. Mais juste pour montrer le processus de domestication du porc, pour voir la prochaine slide. Juste pour imaginer, Yann, il demandait comment tu en viens à changer le porc. Bien, l'élevage dans le passé ressemblait un peu à ce que tu as ici. Tu gardais un petit nombre de cochons sur ta ferme, généralement les truies. Donc, tu vois dans l'image de gauche en haut, c'est une truie qui est en train d'allaiter ses porcins. Et est en train tu la gardes là, les autres cochons vont revenir se promener vers elle. Donc, tu peux Dans les la laisser. genre de boîte de bois, là? Ben, c'est un style en anglais, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est que tu le gardes sous niveau, donc elle ne peut pas s'enfuir, elle reste là. Donc, tu contrôles sa reproduction de un, tu contrôles l'environnement des autres. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose avec elle, tu jettes tes déchets là, elle va les manger. Donc, c'est comme la soue à cochon, là, c'est ça.
Ça, c'est la soue Ouais. à cochon. C'est là que tu laisses le cochon se promener. Mais les autres cochons, puis c'est particulièrement utile dans l'époque de l'Antiquité, parce qu'on parle beaucoup de l'Antiquité pour l'émergence de ce tabou-là. Tu n'as pas besoin de les élever. Tu en gardes juste une. Tu gardes la truie et ceux qu'elle allait. Et les autres, les mâles ou les jeunes porcs, tu les laisses se promener le plus possible. Ils vont manger dans la forêt, ils vont manger ils vont aller puiser dans des endroits communs. Puis toi, tu n'as pas besoin de dépenser du temps. Donc, s'il n'y a pas trop de cochons qui détruisent la forêt ou qui attaquent trop, donc qui sont trop demandants sur leur environnement, ben, tu n'as pas besoin beaucoup de les gérer. Tu as juste besoin de gérer la truie. Donc, c'est particulièrement facile pour les agriculteurs. Écoute, je commence à penser que le problème venait du fait, justement, qu'il était trop en liberté, dans le sens que si tu es un éleveur de cochons, tu laisses promener tes mâles à l'extérieur de la ferme, ils s'en vont faire du trouble chez ton voisin plus loin. Ça doit virer en chicane de temps en temps. Là. Ben, exactement. C'est exactement ça. Là, tu vois exactement, tu es comme 2 pas en avance sur moi. Désolé. Non, mais ça veut dire que tu es capable de comprendre, contrairement à des animateurs d'émissions en radio. Chris, je suis pas Olivier Niquette, sacrément. Là. Ben là, on pensait qu'on le nommait pas. Là. Je m'en crisse de le nommer. Moi, je pensais qu'il voulait de l'attention. Il ne pas donner parce que. Mais tu sais, écoute, je pense qu'il n'a pas suivi parce qu'il y a trop d'informations pour lui. Là. Je pense pas qu'il est capable de suivre. Non, mais il se rend pas là. Non. Mais tu sais, écoute, si c'est pas une clip, ça ne l'intéresse pas. C'est ça. Ben, probablement que c'est ses recherchistes qui ne se sont pas encore rendus là. Fait que voir qu'il travaille. Écoute, mais fait que là, à la prochaine slide, par exemple, je mentionne cet aspect-là de comment le cochon est élevé. Les cochons n'ont pas besoin de beaucoup de supervision. Tu peux les laisser se promener dans le village, ils vont se nourrir eux-mêmes. En fait, tu regardes des vieilles, c'est écrit genre images de Montréal 1850, tu vas avoir des images, des dessins dans lesquels il y a un cochon qui se promène au milieu de la rue. Tu laissais les animaux en liberté. Ils étaient pas. Si c'était un cochon domestiqué, plus ou moins, tu pouvais le laisser en liberté. Tant que tu contrôlais la truie, il revenait vers toi. Donc, c'était pas un animal très demandant à élever. En fait, même encore, ici, puis là, c'est le passage, tu as encore même cette pratique-là dans des endroits en Sardaigne qui ont moins de population. Donc, j'ai pris ça d'un article ici. En fait, l'élevage en liberté du cochon se fait encore en Sardaigne. Ils laissent les cochons se promener, puis ils vont se promener dans un rayon d'à peu près 10 km. Puis la personne dit qu'il la voit fréquemment pas. Il le voit pas pour un mois. Puis après ça, le cochon, il revient, puis... il avait le goût de fourrer. Il a le goût de fourrer. Écoute, il y a des choses qui s'expliquent simplement dans la vie. Écoute. Mais aussi, il a peur un peu de ses prédateurs. Donc, il y a ça aussi. Donc, des fois, il va se rapprocher de revenir vers la ferme. Mais tu parles de 1850, des cochons en liberté sur l'île de Montréal. Je veux dire, faut qu'on réalise jusqu'à quel point que la société a évolué à un moment donné. Là. Oh oui. Il faut qu'on le réalise. Là. Je sais que c'est pas compliqué pour nos auditeurs, là, mais Christy, on a l'impression que ça fait des siècles qu'on a ce mode de vie-là, mais c'est pas vrai. Là. Non. Écoute, en fait, même Pierre en parlait à un moment donné dans le temps quand tu avais un animal qui mourait à Montréal. Quand c'était un cheval, c'est particulièrement lourd. Si le cheval mourait au milieu de la rue, tu attendais que la carcasse putréfie un petit peu pour qu'elle devienne moins lourde parce qu'il y a moins de chair dessus. Ah, ouais. C'était littéralement un problème parce que tu pouvais pas facilement amener un cheval mort. Fait que tu attendais qu'il se décompose. Ben, la même chose avec le cochon. Si le cochon mourait au milieu de la rue, tu peux trouver des vieux articles de gens qui disent... j'ai des articles dans Québec Mercury d'animaux morts au milieu de la rue, puis que la personne dit que c'est un dérangement constant pour la ville. Mais tu sais... L'hygiène du passé, là, je pense qu'on n'a pas idée à quel point, si on pouvait y retourner là, avec une machine, là, je pense que les gens t'offrent 15 minutes. Oh oui, puis... Aujourd'hui, tu prends l'autobus ou le métro, puis il y a une personne qui a oublié de mettre son anti-sudorifique, puis tu es comme, qu'est-ce que ça sent le soin ici? Personne n'est capable de tolérer ça. Imagine, à l'époque, les gens, ils se lavent ils mettent des parfums, l'anti-sudorifique n'existe pas, il n'y a pas d'air climatisé, il fait 30 degrés l'été. C'est madame, on est grande robe. C'est un crise de temps. Ça veut-tu une plus dégueulasse? On peut ouvrir une petite parenthèse. Sais-tu pourquoi en anglais, il y a une expression mad as a hatter, qui est t'es aussi fou que le gars qui fait des chapeaux.
Pourquoi? Parce qu'il y avait deux choses qui se passaient. La colle? Non, c'est parce que quand tu prenais une peau d'animaux puis tu voulais enlever Oh, tu tabarouette, voulais OK. décomposer la chose, tu avais besoin de mercure, donc ils étaient constamment en exposition avec le mercure. Mais une des manières de casser le gras, c'est que tu as besoin de pisse, notamment de la pisse humaine. Donc, tu avais souvent à Paris ou dans les grandes villes, tu avais des pots de pisse qui traînaient sur le bord de la rue. Et les tanniers, les gens qui travaillaient dans les tanneries collectaient ça et s'en servaient pour, euh, pour casser la peau. C'est un intrant dans le processus de fabrication des chapeaux, Hey, c'est mélangé hallucinant, avec du là. mercure. Donc, l'idée que les gens dans le quartier des tanneries, d'ailleurs, le quartier des tanneries puait à cause de ça. Fait que tu sais, tu avais l'odeur de la pisse qui S'ils était. peuvent venir le matin, c'est encore mieux. C'était ça, mais c'est pour ça que le quartier des tanneries, tu entends ça souvent, va toujours être à part dans une ville. S'il y a encore le nom, le quartier des tanneries va être une partie toujours isolée du reste de la ville, de un. Puis les loyers, d'ailleurs, à la marge des deux est un petit peu plus bas parce qu'il y a des inconvénients qui viennent avec vivre à proximité de ça. Mais que les gens qui travaillaient dans les tanneries, les salaires étaient beaucoup plus élevés, mais parce que les gens savaient que tu avais plein de coûts de santé qui venaient avec, Ben oui. notamment avec l'expression mad as a hatter. Donc, Aïe, aïe. puis d'ailleurs, on utilise encore cette expression-là aux États-Unis. Je l'ai entendu il y a comme 2 semaines. Puis les villes dans le passé, c'était dégueulasse. Mais là, imagine-toi, le cochon était là comme une des créatures déplaisantes. Mais pas aussi longtemps en arrière. Si on remonte plus loin en arrière, puis là, je vais juste aller à la prochaine slide pour qu'on rembarque sur le sujet. Euh, L'élevage le plus constant puis Yann avait un peu mis le doigt dessus, c'est ce qu'on appelle de l'élevage semi-intensif, où est-ce que tu as une construction semi-permanente, donc des espèces d'images des sous que j'ai montrées, où est-ce qu'un cochon est partiellement utilisé par les autres, tu le nourris avec des trucs dans la nature, mais aussi avec tes excréments de la maison ou tes déchets, donc du household waste, et tu laissais une certaine quantité de cochons se promener. C'est un Ça, peu le mode de vie des cowboys, si je ne me trompe pas, avec les cattle. Fait que oui, tes ouais, entretiens et tout ça, mais je veux dire, ils se nourrissent quand même d'un pré directement, là. ouais, tu peux imaginer un petit peu que c'est analogue à ça. Mais là, on a donné les détails sur comment ça se faisait avant. Maintenant, on va arriver à l'explication d'un économiste. Puis là, ça devient funky un petit peu, là. On va s'amuser comme il faut. Fait que là, ça, c'est basé sur un article que j'ai publié avec Peter Leeson et Nick Snow. Et notre explication, c'est que le cochon est une externalité. En fait, puis quand on dit externalité, c'est une forme de pollution. De la même manière que des gaz à effet de serre sont une pollution, ils imposent un coût à une tierce partie. Alors, la question, c'est comment tu conçois un droit de propriété pour internaliser l'externalité. Et le point qu'on dit, c'est que les tabous, les prohibitions sont une forme de création de droits de propriété. Et pour vous montrer à quel point c'est une externalité, là, on va avoir du fun. Là. Commence Genre, avec les gars, s'ils avaient clôturé le terrain, là, ils auraient eu bonne réputation. ben, si c'était facile de clôturer, Ouais, Ouais, je c'est sais. pas facile. Effectivement. La question, c'est comment tu établis un droit de propriété. Fait que là, on l'a un peu mentionné, mais juste pour que les gens comprennent le problème, le cochon, ça se reproduit vite en tabarnak. Fait que là, ici, j'ai juste mis de mon article des simulations, donc à quelle vitesse le cochon peut se reproduire. Et tellement vite que ça cause un hostie de problème. Puis la slide d'après, tu vas pouvoir le voir visuellement. Fait que ceux qui sont à l'audio, ce que je montre, c'est une carte des États-Unis avec les populations estimées par le USDA aux États-Unis aujourd'hui, des populations de cochons feral, donc des cochons sauvages. Et tu commences de 1982 à 2019. En 82, il y a juste un petit peu de bleu, beaucoup au Texas, un petit peu en Floride, pas beaucoup en Californie. Puis là, 2004, là, il y a beaucoup plus de bleu. 2016, il y a encore plus de bleu. Puis Ouais, 2019, il y en a encore les. la ceinture est sur le bord de se boucler en bas. Là. Oui, oui, là, tu vois que le cochon a augmenté de population. Mais ça, c'est volontaire ou ils l'ont échappé? Ben, c'est parce que de un, tu vas avoir des populations qui vont s'échapper, donc ils vont retourner en nature. Donc, tu vas avoir des ferals qui vont procréer avec des domestiques. Donc, tu vas avoir des mélanges de populations. Donc, si, mettons, juste un de mes cochons s'enfuit, puis j'ai une ferme, puis un de mes cochons s'enfuit, ben, il va aller procréer avec des cochons qui sont peut-être à l'état sauvage. Donc,
le cochon va drifter génétiquement vers son état primal, feral. Et simultanément, ben, ils se reproduisent très, 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 très vite. Fait que tu as cette expansion. Il y a juste les rats de l'île de Montréal qui vont plus vite qu'eux autres, de ce que je comprends. Oui. Mais écoute, c'est rendu que c'est un gros problème. OK? Au Texas, ça, c'est la prochaine slide, là, je le parle. Ah, tu le vois, c'est bien peinturé bleu, là, sur la carte. Là. Le Texas au grand complet, il y a des cochons partout. Oui. L'estimé de 2005, puis c'était avant que le problème prenne encore plus d'ampleur, c'était qu'annuellement, les cochons détruisent à peu près 800 millions en actifs agricoles. Si tu gardes les proportions en termes du nombre de cochons qui sont sauvages présentement, tu dis c'est le même coût par cochon depuis, puis on va juste multiplier par le nombre de cochons d'extra qu'il y a eu. Ben, la différence est rendue à peu près à 2 milliards de coûts économiques par année. Puis ça vient des attaques qu'ils font sur, tu remarqueras dans le passage, ils disent même calves, fait qu'ils vont attaquer des vaches, ils attaquent des agneaux, ils attaquent les clôtures, ils attaquent des champs de blé, d'avoine, ils attaquent aussi des vignobles. Fait que l'industrie du vin au Texas, qui en a une, se plaint énormément du fait qu'ils se font attaquer beaucoup par des cochons sauvages. En fait, le Texas est l'État avec le plus gros problème de ça. Le Congrès a voté des fonds pour attaquer le problème. Et même au Texas... C'est ce que j'allais dire. As-tu le droit de les tuer? Oui, en fait, au Texas, c'est légal. Tu n'as pas besoin de permis pour tuer un cochon sauvage. OK. Parce qu'il y a beaucoup de pays au fil du temps qui ont eu... dans le fond, qui ont eu ce genre de problème-là, pas avec les cochons nécessairement, là, mais avec... je lisais maintenant sur ce qu'ils appelait le tigre de Tasmanie, là, l'animal qui a disparu. Là, ben, c'était ça. Maintenant, il attaquait les farmers. Puis maintenant, le gouvernement il a dit ben, tuez-en autant que vous voulez. Même, on va vous donner. Les autres sont allés trop loin, puis c'est pour ça que l'espèce s'est éteinte. Ils payaient les gens pour qu'ils en tuent. Donc là, c'est sûr que si tu dis aux gens au Texas, by the way, c'est 100$ pour chaque cochon que vous abattez, mettons, ben, tu seras pas long. Là, c'est que tu as le droit de les tuer s'ils sont en trespass. Donc, tu n'as pas besoin d'un permis pour les tuer. Le problème, c'est que le cochon, il est crissement difficile à tuer. By the way, le cochon est un animal excessivement intelligent. Il se déplace en sounders, ça s'appelle, en groupe. Puis généralement, ce qui se passe, c'est ils sont très durs à tuer. Mais dès que tu en tues un, mettons, là, les autres sont capables de s'enfuir très, très vite. Fait que tu n'es pas capable de toutes les pogner. Alors, ils causent énormément de problèmes. Ils détruisent beaucoup de choses. Fait que, tu sais, juste, j'ai mis comme 2 articles qui mentionnent... voulez-vous le petit reportage de 2 minutes que j'ai trouvé? Ben écoute, vas-y, mais j'ai des images encore plus hautes, puis un petit vidéo aussi que je veux que Frank montre, parce que ce que je veux montrer, c'est comment est-ce que c'est une externalité. Donc, le cochon, si, mettons, là, juste pour le clarifier, si moi, je laisse j'ai un cochon, puis il s'enfuit, ben, en faisant de l'élevage de cochons, j'ai créé une externalité pour une autre personne dans le risque que le cochon s'enfuit et augmente la population férale qui va attaquer des gens qui n'en veulent pas de cochons. Si, mettons, tu as quelqu'un qui fait juste de l'élevage à cochons à côté au Texas, ben, il n'a rien fait. Moi, j'en veux pas, excuse-moi. Ben, lui, à cause qu'il en a élevé, il me fait imposer un coût additionnel. Il va attaquer ma ferme, il va attaquer mes animaux, même si je veux pas avoir de cochons. Come back afterwards, but we'll flip it back over. Lawn of the month. They'll come and they'll just take chunks of it off. Isn't exactly in Eric Mendez's future. A couple of weeks back, Because lately, I started seeing some diggings on the ground. he's woken up to torn up sod like this. So he set up a camera I wanted to see what's going on. to find out who or what is behind it all. A pig was on the camera. Well, not just one pig or 3 little pigs, but roughly 10 feral hogs were digging up Mendez's yard in Irving. Looks like close to 100 pounds. And Mendez's home, not the only place taking damage. His neighbor down the street is going to pay big bucks to fix this. A landscaping nightmare. One home had their garbage scattered across their yard, and over at Barbara Bush Middle School, yeah, more of the same. This beautiful, pricey mess is called rooting, and feral swine, they do it primarily because they're looking for food in the ground, insects, plant matter, that sort of thing. They also can do this, not just for food, but just
for enjoyment, wildlife experts say. This is For why shits and farmers and giggles. ranchers hate feral hogs, causing hundreds of millions of dollars in damage every year, billions in crop damage, according to the state. You don't need a license to shoot and kill the invasive species on private land, and you can kill as many as you like year-round. And if you're out in the country, hey, that's great news. My first thought was like, Quelque oh, I chose. can go shoot Arrête-le, them, but like, yeah, I'm in the arrête-le, Yann. neighborhood. I can't. T'es en train de vendre un des affaires. Parce que là, on va avancer dans le temps pour montrer c'est quoi une externalité puis comment tu gères ça. Puis je vais montrer comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui. Puis après ça, je vais juste ramener ça dans le temps. Mais si tu peux aller à l'autre slide juste après. Ouais, ça sera pas juste long, il faut pour que je retourne montrer. à la bonne place. Là. Mais Quand tu sais, le gars, il sous-estime les dommages. Juste pour dire, parce qu'il y a des gens qui sont en audio ou qui ne comprennent pas l'anglais. Là. En gros, il y a un gars au Texas, son terrain, tout a reviré de bord, la pelouse est. c'est il y des a gros trous dommages. partout. C'est des gros dommages. Là. Imaginez, genre, c'est comme s'il y avait 150 moufettes qui venaient sur votre terrain. Ah ouais, fais ça. Là, parce que c'est des animaux qui font du grabuge, t'en as plein, là, des marmottes, des moufettes, mais le mettons cochon, au il est Québec, vraiment- mais 10 cochons, ça fait le dommage de 150 moufettes, là, Oh, de ce que j'ai vu. Et là, le gars, il se disait, ben, c'est quoi qui fait ça? C'est-tu quelqu'un? C'est quel... Fait qu'il a mis une caméra sur un arbre, puis ce que tu vois, c'est que pendant la nuit, il y avait genre 10 gros porcs, 10 gros cochons qui viennent, qui tournent alentour. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent, tu sais, les moufettes, mettons, mangent les vers blancs, mais le cochon, lui, mange les verts, mange les... C'est ça. il cherche n'importe un quoi, là. omnivore opportuniste. Il va manger n'importe quoi qui est mangeable. Ça inclut des êtres humains. Ça peut attaquer des êtres humains. Fait que, tu sais, juste dans les images, là, je montre les aspects du problème. Des cochons peuvent attaquer des êtres humains. Un, il faut que tu t'imagines qu'ils sont crissement forts. Ils sont capables, s'ils te chargent, là, ils peuvent te faire énormément de dommages. Ben c'est ça, ils sont musclés. Là. C'est pas les porcelets qu'on voit en ferme. Ils sont musclés pour de vrai. Là. Exactement. Fait que là, l'image en haut, pour ceux qui sont à l'audio, c'est une personne qui a été attaquée par un cochon que j'ai pris d'un article dans les nouvelles. Il a défoncé la jambe. Là. Il a défoncé la jambe comme il faut. Ils vont attaquer les poubelles. Fait que là, la deuxième image, c'est un cochon c'est des cochons qui sont en train de vider les poubelles. Fait qu'ils vont créer des problèmes de détritus, qui vont aller dans les rivières, qui vont endommager des choses. Ils vont attaquer les récoltes. Donc, ça, c'est la troisième image. Et la quatrième, ça vient d'un article scientifique. Tu as un cochon qui est en train de tuer un agneau. Littéralement. Fait que c'est ça la quatrième image. C'est ça qu'on Ils voit en sont bas. Hein. agressifs avec les autres animaux. Donc, c'est pas des créatures dociles. Là. Ils sont vraiment chiants à gérer. Mais dans le documentaire, dans le truc que Yann a passé, il mentionnait que tu as le droit de les tuer au Texas. Ce qui a donné naissance à une business, puis ça, c'est l'autre slide après. Cette business-là, qui est ma préférée de toutes les business sur Terre. Et c'est mon cadeau de fête de 40 ans que je compte me faire. Passe à l'autre slide, excuse. Attends un peu, là. Ça s'appelle Ultimate Night Vision Hunting. Où est-ce que ce que tu vois, c'est des gens qui font de la chasse aux cochons avec du Night Vision Goggle, du Caliber 50 machine gun, puis même avec un minigun. Fait que, Frank, si tu veux prendre la vidéo que j'ai envoyée, je veux juste... Fait que là, toi, tu t'en vas au Texas dans pas long faire ça. Là. Pour mon 40e, c'est le plan. Donc, Yann, Frank, faut que tu passes la petite vidéo pour montrer. Mais il y a une explication économique derrière ça. Je vais vous montrer dans une seconde, mais là, ça va faire rire un peu. Donc, les ça, gens. c'est l'image exclusive de Vincent avec son machine gun. C'est pas moi. Voyons donc. Tabarouette, man! Et moi, je veux aller là. C'est un jeu vidéo, ça? Non, c'est vraiment de la chasse au cochon. C'est intense, mais si tu passes à la slide juste après, Voyons donc. c'est une business. C'est tellement une nuisance, le cochon au Texas, que tu as une compagnie qui s'appelle, par exemple, il y en a plusieurs, mais celle que je mets en image, ça s'appelle Heli Bacon. Et son slogan, c'est You're telling us you've never shot machine gun from a helicopter. Et ce qu'il te fait, c'est que tu payes 3000$. Aïe, Et tu as un. Fait que le gars, t'as un hélicoptère quand il tirait ça tantôt? J'avais pas. Tu peux le faire, il il y a des forfaits différents. Tu peux le faire dans un hélicoptère, tu peux le faire en Night Vision Goggle, tu peux faire ce que tu veux, mais tu vas à la chasse, et ils te fournissent 2000 munitions pour tirer de ton choix des cochons. Pourquoi? Parce que c'est tellement un problème pour d'autres personnes qu'il y a des gens qui se sont dit je peux faire un profit de gérer le problème pour d'autres personnes. Donc, je vais offrir un service qui est des forfaits différents pour aller tuer des porcs et ça va faire, on internalise ici
l'externalité qu'est le cochon. Parce que là, tu as des cochons qui sont en nature, ils causent un problème de nuisance à d'autres personnes. Ben, il en manquait pas, ces images qu'on a vues. Là. Hein? Il en manquait vraiment pas. En fait, comme je te dis, un des vidéos, c'est un des channels, ça s'appelle Ultimate Night Vision. Le gars, il fait que des vidéos de ça. Donc, sa chaîne YouTube a des vidéos que de ça. Et il montre comment est-ce qu'il fait de la chasse aux cochons avec des Night Vision goggles, avec des flare guns. C'est d'équipement militaire. Là. Écoute, c'est très redneck. Fait que moi, j'aime bien gros ça. moi, je voyais ça. Puis j'ai appelé 2 de mes collègues économistes. J'ai dit, écoute, pour mon 40e, là, mettez de l'argent de côté, c'est ça qu'on fait. On s'en va. On va tout faire ça. On va boire, on va manger du steak, puis on va aller à la chasse aux cochons. Moi, je sais pas pourquoi je fais rien qu'imaginer Joe Hamel en train de faire ça. Il l'a probablement déjà fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Je peux pas inviter Joe Hamel. Il va faire... Joe Hamel en train de tirer ses cochons, en train de faire... Il faut les humilier. Je n'inviterais pas Joe Hamel à de la chasse aux cochons. C'est pas... Je l'aime bien, Joe, mais je pense mais le Québec est une société soft pareil quand tu regardes des affaires de même? Imagine ça, là, il y aurait une business de même au Québec là, pour... non, mais tu sais, c'est comme l'histoire des cerfs au parc de Longueuil, là, qui était le même genre de problème. Ils ont passé 5 ans de temps. Moi j'arrêtais pas de dire... cool, man. Moi, j'arrêtais pas de dire, demander à genre 4-5 gars du lac Saint-Jean puis leurs femmes de venir, ils vont y tuer, puis en plus, ils vont faire les tourtières avec, là. Si je comprends pas l'histoire que ça prend 5 ans de tuer 4 cerfs dans un parc, là, mais en tout cas, il y a plus que 4, là, mais on comprend l'idée. C'est un peu le même phénomène. Là. C'est qu'à un moment donné, il y a une surpopulation, puis ça crée toutes sortes de problèmes. En plus, comme on l'a vu, il décrisse l'habitat des gens autour. À 800 millions par année de dommages. C'est du gros cash. Le chiffre, il date de 2005 en plus. En plus. Fait que, le chiffre est clairement plus gros aujourd'hui. Mais même si ces business-là existent, même si c'est la chasse ouverte aux cochons carrément, ils sont pas capables de le contrôler encore. Ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir qu'ils fassent plus que ça, probablement. Au Montana, par exemple, il y a un ban complet. Donc, Yellowstone. Il y a des règles très, très strictes sur l'élevage de cochons. Justement parce que le cochon pose une externalité aussi extrême que ça. Sans jeu. Mais ici, la raison qu'on a montré ça, c'était pas juste parce que c'est le fun, c'est parce que comme économiste, je peux expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Tu as une externalité, et une externalité, c'est toujours un problème de droit de propriété. Okay? C'est ça la chose qui est super importante de comprendre, c'est que tu n'es pas capable d'assigner la responsabilité des dommages à une personne, ou tu n'es pas capable de faire en sorte que les gens négocient pour la manière la plus cheap de gérer le problème. Puis ici, ce qui se passe avec l'hélicoptère, c'est que le gars, il dit, écoute, moi, je suis capable de faire payer la personne qui dit que ça lui produit le plus de valeur de gérer le problème, c'est-à-dire moi, qui veux aller tirer des cochons. Ben moi, ce que je suis en train de faire, c'est que j'internalise l'externalité parce que c'est moi qui a le plus bas coût de transaction de gérer ça. Donc, on est en train en faisant ça, on réassigne les droits de propriété de telle sorte qu'on peut internaliser l'externalité. Donc, moi, j'ai du fun. C'est la valeur que je retire de l'échange. Tu payes 3 000? Je paye 3 000. Je règle le problème pour d'autres personnes. Ça, c'est une forme d'internalisation de l'externalité. Faire régler son problème par des gens qui sont prêts à payer pour te le régler, je veux dire, ça arrive pas souvent des situations comme ça, là, on va se le dire. Ben non, c'est comme si tu avais un problème de vermine chez vous puis qu'il y avait un gars qui était comme hey, « je te donne 3 000 pour tuer les rats qu'il y a chez vous. » Ah oui? Écoute, oui. mais comme économiste, je m'en fous un peu de la réponse parce que ce que c'est toujours la même chose, c'est que tu as quelqu'un, la personne qui était la mieux à même de régler le problème, c'est celle qui fait le plus de profit de régler le problème, c'est elle qui va le gérer. Est-ce que leur viande est bonne? Parce que là, ils sont musclés, ils ne sont pas domestiqués. Non, en fait, généralement, de ce que j'ai compris, tu peux peut-être en garder 1 ou 2, mais ils sont c'est pas le même type de viande du tout. Probablement pas. De 2, le temps que tu les ramènes, il y a un des vidéos où est-ce que le gars, il fait la montagne, puis dans la vidéo, il dit We're leaving them here as a warning to the others. OK, fait que c'est même pas de la chasse pour manger. Là. On n'est même pas là. C'est vraiment, on tue de la vermine. C'est que de la plaisance. En fait, par contre, un des arguments qui est problématique, c'est qu'avec cette chasse-là, si tu laisses les carcasses-là, c'est que ça peut nourrir les autres cochons. Tellement que t'avances pas, là. Tellement qu'ils sont opportunistes, ça peut les nourrir. Donc, cochon, c'est un esti d'animal incroyable. Mais écoute,
revenons à l'exemple des Juifs, parce que là, on a montré comme l'application aujourd'hui de la chose, de comment ça peut être une nuisance. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la. Mais je suis capable de. Je commence à conceptualiser vraiment plus pourquoi c'est arrivé cette interdiction-là ou ces affaires-là dans le temps. Parce que là, tu sais, je veux dire, si dans une société moderne avec des guns, puis des hélicoptères, puis des night vision, on n'est même pas capable de venir à bout de ces cochons-là dans le sud des États-Unis. Tu faisais pas ça avec une fourche. Écoute, j'ai ça, vraiment pas de misère à conceptualiser que ça devait être un problème pour de vrai dans ces pays-là. Si ton moyen pour lutter contre ça, c'est des épées puis des arbalètes, t'es dans la marde. T'es dans la marde. Ouais, c'est ça. L'arbalète, c'est une invention du Moyen-Âge. On est vraiment dans le. Ouais, c'est ça. Bien T'as une avant ça. fourche, puis c'est pas mal, peut-être le mieux que t'as. Mais écoute, juste pour montrer, pour que les gens comprennent, t'as plus de gens, plus de cochons. Puis ici, tu as un exemple. Là, on n'a pas beaucoup d'estimés pour Israël, mais on l'a pour l'Égypte. Puis c'est à peu près la même tendance. Puis ce que tu vois, c'est que la population du Moyen-Orient, entre, mettons, 4000 puis la naissance du petit Jésus, la population augmente massivement. Tu as une grosse augmentation de la population et tu as aussi une augmentation du nombre de cochons. Donc, quand on regarde des fouilles archéologiques puis qu'on a le nombre, on a les os, on est capable d'identifier à quel animal ça vient, tu vois que tu as une densité de cochons qui augmente à la même vitesse à peu près que la population, même un peu plus vite. Donc, tu as un problème de cochons. C'est-tu parce qu'on éliminait des prédateurs du cochon, autrement dit, comme humain? Pour se protéger comme humain, on éliminait des prédateurs, puis ces prédateurs-là, c'était aussi les prédateurs du cochon? Entre autres, c'est un des aspects. Donc, souvent, pour faire de l'agriculture, tu as besoin de détruire des forêts. Et en faisant ça, tu causes un peu la migration de certains prédateurs. Donc, ça a un effet. L'activité humaine, en fait, est très favorable généralement à l'expansion de l'activité des cochons. Tu remarqueras, par exemple, si on tournait à la carte, des endroits où le cochon a l'air d'avoir des limites, c'est les endroits où est-ce qu'il fait froid. Il fait pas juste froid, mais aussi il y a moins de densité de population. Si tu regardes, par exemple, là, tu as le Colorado. Mais quand on regarde les cartes... Le relief n'est pas avantageux, mais aussi, c'est pas... Tu n'as pas énormément de place où est-ce que le cochon peut attaquer. Ouais, c'est ça. Fait que il n'y a pas grand ressources pour lui sur lesquelles piller, mais en plus de pas beaucoup de ressources, il y a beaucoup plus, par exemple, si je prends une carte des loups aux États-Unis, il y en a assez dans cette région-là, des coyotes, des loups qui vont faire la job des... OK, ouais. Là-bas, ils ont un prédateur naturel. Là. Exactement, mais l'activité humaine affecte l'écosystème de deux manières. Un, il permet aux cochons de se reproduire, mais aussi, il empêche le prédateur d'apparaître. Donc, oui, il y a un lien, mais tu vois que le cochon a de la difficulté à se déplacer plus au nord, en partie en raison que le Midwest américain, il n'y a pas grand-chose pour plusieurs kilomètres, alors qu'au Texas, ça a l'air d'être pas de grosse densité, mais tu as beaucoup de ranch, tu as beaucoup d'élevage, donc tu as beaucoup d'animaux de classe que tu peux être prédateur contre. Donc, quand on disait tantôt, ils attaquent les agneaux, ils attaquent les veaux, ils sont là. Parce que les ranchers, ils ont fait le ménage pour les loups. Là. Il n'y a pas trop de loups proches ou des affaires de même parce que c'était problématique pour les ranchers, fait qu'ils ont éliminé, mais ça favorise le cochon. Exactement. Et le cochon est problématique d'une autre manière que le loup. Mais, tu as chez les Juifs le problème qui apparaissait. Puis quand on regarde les vieux textes historiques, tu as la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Ils attaquaient les récoltes. Donc, tu avais des vieux textes religieux qui mentionnent que les cochons attaquaient les récoltes qui étaient surtout liées aux revenus d'exportation. Donc, les olives, les agrumes, le blé, ils sont très agressifs. Ils attaquent aussi les systèmes d'irrigation. Donc, en cherchant constamment en creusant, ils changent un peu le cours des rivières, ils affectent l'irrigation, ils affectent même si c'est un système d'irrigation sur ta ferme, ils détruisent ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as une division sociale dans l'élevage. Le cochon est élevé à cause qu'il ne nécessite pas beaucoup de ressources. C'est les pauvres qui élèvent du cochon. Parce que tu n'as pas besoin de dépenser une tonne de ressources. Dessus, tu le laisses se promener. Mais quand tu le laisses se promener, il va aller sur les terrains de qui? Les gens qui ont des productions plus capital intensive. Donc, souvent, des prêtres et celles de l'État. Et à cette époque-là, il n'y a pas de différence entre l'État et l'Église. Là. Les gens allaient arrêter de penser. C'est quand tu parlais de l'Église, tu parlais de l'État, puis quand tu parlais de l'État, tu parlais de l'Église. Fait que,
c'est la même chose. Et On réglementait avec l'Église. Je veux dire, les textes sacrés de l'époque qui ont perduré dans le temps, ça reste que c'est des textes qui étaient là pour instituer un comportement désiré dans la population. Là. Exactement. Fait que si tu as tous les détails qu'il faut. Le porc est une externalité, c'est une forme de pollution, il nuit à certaines personnes. Et plus de porc, plus de gens, plus de coûts sur des gens qui n'élèvent pas du porc. Donc là, ici, de qui on parle? On parle des estates, les propriétés religieuses et étatiques ou des grands territoires terriens qui produisent. Ça n'a pas dû prendre beaucoup de cochons pour scraper le devant de la maison d'une coupe de prêtre pour que ça devienne un animal qui s'est fait varloper dans les textes bibliques. Exactement. Et je comprends la game, là. Ça s'en va. Et comme économiste, ma réponse, qui est celle de Ronald Coase, c'est pas exactement la mienne, mais une externalité, c'est pas un problème naturel, c'est un problème de droit de propriété. Si tu es capable de définir un droit de propriété, puis que c'est pas coûteux de le faire, ça veut dire que tu peux définir où est-ce que ça commence et tu peux négocier entre les parties, ben, tu n'as plus de problème. Tu peux assigner la responsabilité à une personne, la propriété à une autre personne, problème est réglé. Puis c'est même pas important qui a la responsabilité puis qui a la propriété. C'est que tu internalises l'externalité si tu es capable de faire un droit de propriété. La taxe carbone, excuse-moi, le marché du carbone, c'est ça que ça... OK, c'est là que je te coupe, là, c'est assez. Je te niaise. Hey, non, mais c'est quoi qui est trippant avec ton podcast? C'est que, tu sais, je veux dire, on a une vision du niveau des cochons, là, tu sais, je veux dire, on mange du porc. Puis c'est bon, du bacon, c'est bon. On aime ça. Très bon. Puis on comprend pas comment les gens puissent avoir détesté cette viande-là. Parce que c'est ça qu'on a comme Canadiens. On n'a pas réellement de problème comme Canadiens avec le porc sauvage parce qu'il fait fret. Puis même s'il y a un cochon domestique qui s'échappe, tout ça, il va avoir plus de misère à se reproduire dans la neige. Fait que, tu sais, on vit pas cette problématique-là. Tu regardes ce qui se passe au sud des États-Unis, puis avec le reportage qu'on a vu, et ainsi de suite, tu te dis, écoute, ils font du dommage pour de vrai, ils sont chiants, c'est vraiment un animal qui peut être merdique si tu en perds le contrôle. Puis en plus de ça, on en perd le contrôle comment? Ben, c'est en développant la population, puis en éliminant des prédateurs, toutes sortes de choses. Fait que là, quand tu prends toute cette mise en contexte-là, puis tu remets ça dans le temps, de l'époque de l'Antiquité, tout ça, ça devient comme facile à comprendre. Mais tu sais, quand tu arrives, tu te dis... Pourquoi les Juifs éliminent le cochon de leur alimentation? Tu fais juste te poser cette question-là. Naturellement, le premier réflexe de gens peu éduqués, peu instruits là-dessus, ils vont dire ils sont juste caves, là, ça n'a pas rapport. T'sais. Non, c'est pas vrai, ça. Mais il y a tellement une réflexion plus profonde à avoir sur cette affaire-là. Puis le chemin que tu as pris pour l'expliquer, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Là. Mais encore là, on reste un peu sur notre fin pour l'instant. C'est pourquoi il y a ça dans le monde juif. Pourquoi il y a ça dans le monde musulman, mais pourquoi c'est pas présent chez les catholiques et les protestants? Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de porc. On s'en vient très vite vers ça. Là. Comme on a établi tous les ingrédients, maintenant, c'est bien facile d'aller de l'avant. Écoute, ce qui compte, c'est qu'il faut que tu définisses pas sur la prochaine slide. Là, ça, c'est juste... Avez-vous vu, j'ai réussi à pas y faire parler de la taxe carbone. Je suis pas pire. Hein? Whatever. L'idée, c'est que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves c'est qui peut gérer l'externalité le mieux possible. Parce que l'externalité, c'est un coût. Si, mettons, le coût social du cochon, c'est 1 000 $, puis que moi, je peux réduire le problème pour 100 $, bien, si je capture une partie du 900 qui reste pour une proportion plus que mes coûts, ben j'ai réduit le problème pour d'autres personnes. Alors, la question, c'est quoi la solution la plus cheap possible pour réduire le problème? Ben, à l'époque, tu aurais pu dire on peut taxer le porc, mais la taxation, c'est super difficile. En fait, c'est des économies qui ne sont pas très monétisées, donc tu ne peux pas vraiment taxer le cochon. La plupart de la taxation se passe en nature, puis embarquer des cochons dans une brouette, je te dis ça de même, mais c'est 100, 150 livres un cochon. Certains cochons peuvent aller aussi gros que 450 en passant. Tu ne peux pas en transporter une tonne. Fait que tu ne peux pas vraiment taxer le cochon. Tu pourrais subventionner pour pas que les gens le fassent, mais on a déjà parlé, par exemple, du Great Rat Hanoi Problem, où est-ce que les gens à Hanoi, quand ils étaient les colonistes français, avaient décidé de payer les gens pour chaque rat qu'ils tuaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des fermes de rats qui sont nées. Donc, tu pourrais empirer le problème. Donc, le problème n'est pas particulièrement efficace. Et tu pourrais dire, si c'est une nuisance, la question, c'est quoi la solution la plus cheap? Peut-être c'est celui qui souffre de l'externalité qui devrait la gérer. Donc, il devrait construire des clôtures.
mais les clôtures ne sont pas particulièrement efficaces contre les cochons. En fait, les cochons sont capables de détruire des clôtures en bois très, très, très facilement. Donc, c'est très dispendieux et pas très efficace. Par contre, puis ça, c'est la dernière slide, c'est... Si tu stigmatises la personne, ben c'est plus facile. Ben, exactement. Puis les prêtres, ceux qui souffraient de la chose, on le rappelle, ce sont les prêtres. Ben, dans ce cas-ci, comme c'est celui qui souffre, ben, c'est toi aussi, par contre, qui produis les services religieux. Donc, tu peux dire, ben écoute, regarde bien ce qui va se passer. Moi, je vais te refuser des services religieux si je vois que tu élèves du porc. Puis c'est moi qui souffre si tu élèves du porc. Fait que la règle est que moi, dans ma fonction de profit, il y a deux choses. Il y a les revenus que je fais des autres activités, que ce soit de mes propriétés à moi comme prêtre ou comme classe, comme classe religieuse. Je perds des revenus à cause du cochon. Bien, si je suis capable de produire le service religieux en disant de ne pas faire du cochon, je fais plus de profit pour moi. Donc, j'ai un intérêt à dépenser des ressources pour faire appliquer, parce que les prêtres devaient l'appliquer, ils devaient punir les gens qui ne respectaient pas la règle, ils devaient stigmatiser ces gens-là, ils devaient ajuster leur comportement, ils devaient faire certaines inspections, faire l'effort d'écrire même le texte religieux et ensuite de le communiquer, ça prend des ressources. Et il faut que, si tu es pour dépenser des ressources pour quelque chose, il faut que tu aies un profit quelque part, faut que tu ne dépenses pas des ressources pour le plaisir de les dépenser. Il y a quelque chose que tu as en retour. Et ici, ce qu'on explique, c'est justement ça. Les temples investissaient énormément de ressources parce que leur fonction de profit était en jeu. Et les créatures, les choses qui étaient attaquées par les cochons, c'était des fermes d'olives, des vignobles, ils attaquaient des chevaux, les pâturages pour les chevaux, qui était une des choses les plus prisées dans le monde de l'Antiquité. Et comme le roi aussi était possesseur de terre, l'État appuyait l'Église. Donc, lui aussi avait avantage à faire ça. Donc, tu vois qu'il y avait une fonction de profit très, très claire de tout ça. En fait, ce qui est particulièrement drôle, c'est que tu vois que la norme émerge alors que la population d'Israël augmente. Et ce qui est très unique dans le monde juif, puis là, j'avais dit au début qu'un des problèmes, c'était le monde égyptien. Le monde égyptien a le même problème, il y a la même population, mais eux, ils ne font pas un interdit sur le tabou. Il y a juste une stigmatisation, comme c'est juste mal vu, mais ce n'est pas interdit. Ben, le monde égyptien, les cultes sont moins unifiés. Donc, la firme religieuse n'est pas exactement un monopole. Donc, tu as de la concurrence. Tu as des régions même où c'est que le porc est bien vu en Égypte alors qu'il est mal vu dans d'autres. Le manque d'unification religieuse fait en sorte que tu as trop de compétition religieuse, alors qu'en Israël, tu as un monopole religieux qui existe. Donc, la firme est beaucoup mieux organisée et beaucoup plus à même de faire respecter le tabou parce que tu es un seul enforcer, puis tu es seul qui fait face au marché. Donc, on explique pourquoi tu n'as pas de variance, tu as des variances à travers les places. Donc, la firme religieuse qui fait la règle étant différente. Et aussi, on est capable d'expliquer un truc vraiment hot, c'est que les Juifs ont eu des mini-variations à l'intérieur de l'application sur la règle, notamment qu'à un certain moment, c'était correct de faire de l'élevage de cochons si tu le vendais à des non-Juifs. Donc, et tu as des passages de chats parce que tu avais des éleveurs de cochons juifs et que ce n'est pas un problème. En fait, aujourd'hui, en Israël, il y a des fermes de c'est ça que cochons. j'allais dire. Pendant que tu parlais, je suis allé chercher. Là. Il y a des Et Juifs oui, qui il y, élèvent a du des, cochon. il y a des élevages de porcs en Israël. Tout ce qu'on dit, par contre, c'est que il y a une loi, là, demandez-moi pas le numéro de la loi, qui interdit de servir du porc dans les institutions publiques et dans l'armée, par exemple. Tout ce qui est relié au gouvernement, c'est un type de nourriture qui est interdit. Par contre, tu aurais le droit d'avoir un élevage de porc Exactement. Donc, en tu sais, Israël. t'as Mais quelque c'est le chose défaut des religions pareil, puis tu dis les religions et les États sont sensiblement pareils. à l'époque, oui. C'est que, puis c'est le problème des gouvernements modernes qu'on voit aujourd'hui, tu comprends l'origine d'une loi ou d'une règle, ou d'un stigma dans ce cas-ci, mais tu vois pas le jour que ça s'en aille. Oui, bien, il y a un autre truc, puis je vais juste le mentionner. Tu sais, maintenant qu'on est capable de faire des clôtures qui a du bon sens, puis tout ça, tu sais, on pourrait se débarrasser de ces règles-là, là. Mais ils font pas. Oui, mais c'est parce que là, ça c'est quand ça Je vais casser la réponse en deux, parce qu'il y a une partie où est-ce que moi et mes co-auteurs, on est en désaccord.
Fait que là, on avait écrit ça ensemble, fait qu'il fallait qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on écrivait. Puis moi, il y avait un désaccord sur une partie, fait qu'il y a une partie de l'article qui est plus petite que ce qu'on avait initialement. Mais ce qu'on peut expliquer, il y a quand les Grecs et les Romains conquièrent la Palestine, comme elle se nommait à l'époque, tu as eu un retour de l'élevage de cochons, même parmi les Juifs, et même tu as des textes religieux qui disent, tu sais quoi, c'est correct si tu le fais sous condition que blablabla, blablabla, mais ils ont comme changé un peu l'interdit. Pourquoi? Parce qu'une des choses que les Grecs et les Romains faisaient, c'est qu'il y avait une bien meilleure définition, juste de manière technologique, des droits de propriété. Donc, tu étais capable d'assigner les responsabilités des dommages causés sur certaines récoltes. Et tu as des cas dans la loi romaine de gens qui sont poursuivis pour les nuisances que le cochon impose. Donc, le cochon fait une remontée à cette époque-là parce que d'autres institutions le remplaçaient. OK. Donc, la réponse à ma question de tantôt sur pourquoi c'est légal, ça n'a jamais été interdit par les cathos et les protestants, c'est que les droits de propriété étant mieux protégés, si je me faisais décrisser tout mon terrain par les cochons du voisin, je pouvais poursuivre le voisin, gagner contre lui Exactement. et avoir un dédommagement. La réponse est toujours dans le contexte que tu es, c'est quoi la solution la plus simple pour assigner les droits de propriété? Si c'est facile, par exemple, parce que, disons, tu es dans un endroit très enclos, là, tu peux t'imaginer au milieu de l'Europe où c'est une petite vallée, puis vous n'êtes pas beaucoup, ben c'est très facile d'assigner la responsabilité de manière probabiliste. Donc, tu n'as pas besoin, le droit de propriété est pratico-pratique déjà établi. Dans des endroits plus plats où le cochon peut se déplacer plus facilement, c'est différent. Mais dans chaque contexte que tu vas avoir, c'est une réponse où l'institution qui établit des droits de propriété, qui internalise l'externalité, vont différer. Ça va différer selon le contexte. Pourquoi les cathos? Bien, généralement parce que, il y avait des droits de propriété mieux définis, ou c'était plus facile de déterminer qui était le responsable des dommages causés, ou le cochon était juste pas aussi problématique. Par exemple, si tu es dans des endroits côtiers, donc tu peux t'imaginer en Bretagne, en France, mettons, ben, tu fais beaucoup de pêche et le cochon n'est pas particulièrement problématique pour le poisson. Alors, tu fais du cochon à côté, ça ne te cause pas tant de problèmes. Le reste de l'année, par contre, tu fais de la pêche et tu as le cochon comme un ingrédient de support. Alors, ce que tu vois souvent, tu as beaucoup de communautés qui font de la pêche et du cochon. Donc, dans ces endroits-là, le problème ne se pose même pas, en fait. L'externalité n'est pas importante parce qu'il n'y a pas de tiers partie qui est affectée. Donc, tu as ça. Et par contre, la question qui est beaucoup plus intéressante, que moi et mes co-auteurs, on n'est pas d'accord, puis on n'a pas le temps de passer 8 heures là-dessus, là, mais c'est pourquoi est-ce que l'interdit a persisté? Moi, j'ai toujours trouvé que cette question-là était encore plus intéressante parce que maintenant, la justification n'est plus là. On a des droits de propriété bien établis. Ouais. C'est possible que ça vaut juste plus la peine de s'ostiner avec. C'est pas particulièrement... C'est trop coûteux de le changer, donc les gens persistent. Ça s'appelle ce qu'on appelle path dependency. Mais aussi, puis c'est là que je m'ostinais avec mes collègues, il y a beaucoup de Juifs qui s'en foutent comme faux de l'interdit. Donc, on avait trouvé un sondage qui disait que 60% des Juifs américains puis 16% des Juifs israéliens reconnaissent manger du porc de manière récurrente. Donc, tu sais, la violation est faite. Donc, il y a des gens qui... La norme a perdu de sa pertinence à cause que le contexte n'est plus aussi pertinent. Donc... Ouais, c'est plus dans le monde musulman que ça a l'air beaucoup plus respecté, ça. Ouais, bien, on a... on passera au Patreon après ça, là, mais on a des articles, les 3 co-auteurs, puis les 3 ensemble, on a dit, écoute, pour un projet de long terme, explorons tous les tabous, explorons-le chez les musulmans, explorons-le tabou sur pourquoi dans certaines sociétés, c'est correct de manger du chat et du chien, pourquoi dans plusieurs pays d'Asie, il y a un interdit sur pourquoi il y a des viages qui sont sacrés, d'explorer de manière économique, rationnelle, sans dire que les gens sont stupides, pourquoi est-ce que ces tabous-là émergent. Et il n'y a aucun économiste qui travaille là-dessus. Généralement, c'est des anthropologues qui donnent tous les ingrédients que les économistes ont besoin pour formaliser, mais que ça n'a jamais été formalisé comme ça. Fait que c'est un projet de long terme qu'on a après ceux qu'on fait présentement. Là, mais on a commencé avec celle-là.
C'est cool, ça. Très intéressant. Écoute, on va continuer dans l'histoire économique après, j'allais dire après la pause. C'est comme si j'étais en train d'animer Claire Lamarche. Donc, après le passage sur Patreon, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. On va jaser, on poursuit les cours d'histoire économique du prof Gelozo.